Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Pendant le sommeil, il nous arrive de faire des rêves. Et quelle est l'importance des rêves dans nos vies? Comment réussir à décrypter les messages reçus au cours de nos rêves? Et quelles sont les véritables clés que nous recevons à travers les rêves? Avec notre invité ce soir, nous essayerons de parcourir l'univers onirique. Et nous recevons ce soir M. Kenneth Goumissi. Il est professeur d'anthropologie gnostique. Monsieur Goumissi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Preventeau. Et merci d'accepter de venir dans notre émission. C'est la première fois pour vous. Exactement. Alors, j'ai bien envie d'entrer de jeu de vous demander ce que c'est qu'un rêve. Un rêve, c'est un processus psychique survenant au cours du sommeil et qui procure à l'individu éveillé des souvenirs qu'on appelle eux aussi des rêves. C'est-à-dire que le rêve est à la fois un processus et un souvenir. Et en tant que processus inhérent au sommeil, il faut distinguer le rêve des rêveries, des hallucinations qui se produisent durant l'état de veille. Le rêve dont nous parlons ici est également différent d'un projet, d'une espérance ou même d'un idéal comme le rêve américain. Donc voilà, le rêve, c'est quelque chose que nous vivons toutes les nuits quand nous dormons, même s'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne rêvent jamais, alors qu'il y a les animaux qui rêvent, le serpent rêve, le crabe rêve, la vache rêve. C'est un processus commun aux animaux et aux humains. Alors ceux qui disent qu'ils ne rêvent presque pas, est-ce un trop de mémoire ou bien juste parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver? Justement, c'est parce que leur mémoire onirique est atrophiée. Et il y a des moyens pour développer sa mémoire onirique. Il se peut aussi qu'ils n'ont pas, ces gens-là n'ont pas une bonne qualité de sommeil qui ne dorment pas très bien. Donc, quand on a un sommeil qui se déroule correctement, c'est sûr qu'on rêve. Dormir, c'est rêver. On ne peut pas dormir sans rêver. D'accord. Alors, quelle différence peut-on établir entre le rêve, les songes et la vision, par exemple? Bien, commençons par la vision. Quand on parle de vision, c'est bien de préciser s'il s'agit de vision nocturne ou d'une vision qu'on a pendant qu'on est à l'état de veille. Oui. Alors, la vision nocturne, c'est le rêve. C'est le rêve, c'est-à-dire nous arrivons à percevoir les images qui appartiennent à l'au-delà, au monde énergétique, au monde de l'invisible. Il faut savoir que nous avons dans notre anatomie occulte des centres maïtiques qu'on appelle en Orient des chakras. Oui. Et il y a précisément un centre... Il faut bien préciser à nos téléspectateurs, anatomie occulte. Oui, oui. Anatomie occulte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir avec les outils modernes de la science officielle. Oui. Donc, mais bon, qu'on peut voir justement quand on a certaines facultés qui sont développées. Et justement, il y a au niveau précisément c'est-à-dire à la racine du nez, un centre qu'on appelle Ajna, le chakra Ajna, ou plus communément connu sous le nom de troisième œil. Et ce centre, quand il est développé, il nous confère un pouvoir qu'on appelle la clairvoyance. Donc, la vision, ça peut être aussi la clairvoyance, la faculté de voir l'aura de quelqu'un, de voir les esprits. Donc, la vision, c'est ça. Si c'est une vision nocturne, c'est le rêve. Et si c'est une vision qu'on a pendant qu'on est en veille, qu'on a les yeux bien ouverts, c'est que c'est la clairvoyance. Et quant au songe, le songe, c'est le rêve. Seulement que le songe, c'est un rêve particulier à travers lequel on reçoit un message. Le songe se distingue des rêves insensés, des rêves incohérents, des rêves qui n'ont ni queue ni tête. Donc, dans le songe, on va recevoir un message qui est logique, qui est cohérent. On va recevoir
une orientation des ancêtres, des divinités, etc. Et bon, le rêve, il y a plusieurs types de rêves, d'accord. Donc, mais le songe, c'est un rêve. La vision, ça peut être un rêve, tout comme ça peut être une perception à l'état de veille, des images, des choses qui appartiennent à l'au-delà, au monde invisible. Alors, une question maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer les phénomènes liés au rêve? Bon, pour comprendre l'énigme du rêve, il faut cerner trois concepts fondamentaux, à savoir la réalité des univers parallèles et l'existence des corps énergétiques. Il faut aussi comprendre correctement comment le sommeil se déroule. Alors, commençons par la réalité des univers parallèles. Bon, il faut être clair, le monde physique dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, n'est pas tout. Au-delà de ce monde matériel, il existe des dimensions supérieures, appelons-les des supradimensions. Il existe également des dimensions inférieures, des infradimensions donc, que nous connaissons beaucoup plus sous le nom des enfers à travers les religions. Et nous vivons constamment dans ces deux mondes. Donc deux mondes de manifestation, un monde matériel et un monde énergétique. Alors pour expliquer davantage ce que c'est que le monde énergétique, le monde paranormal, le monde invisible, nous allons faire recours aux travaux d'un grand homme de science. Je veux nommer Albert Einstein, qui, grâce à sa célèbre théorie de la relativité, qu'on peut simplifier par la formule E égale à mc au carré, c'est-à-dire l'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. À travers cette formule, à travers cette théorie, Albert Einstein a démontré l'existence de deux mondes. Un monde matériel, un monde physique d'une part, et un monde énergétique d'autre part. C'est une formule qui paraît savante, mais qu'on peut expliquer terre à terre pour que tout le monde puisse la comprendre. Ben, bon, la vitesse de la lumière, rappelons, c'est 300 000 km par seconde. Donc cette formule, en langage facile, établit une équivalence entre la matière et l'énergie. Alors, prenons un exemple concret. Ce plateau-là, nous savons tous qu'il est composé d'atomes. Nous avons également appris que les atomes sont tout le temps en mouvement. Même si cette table nous paraît fixe, elle est en mouvement parce que les atomes qui la composent sont tout le temps en mouvement. Ce que Einstein a démontré, c'est que si nous trouvons un mécanisme, nous trouvons un moyen de communiquer suffisamment d'énergie à cette table, de manière à ce que les atomes vibrent à une vitesse au moins égale à celle de la lumière au carré, la table va se dématérialiser. C'est-à-dire la table serait toujours là, mais nous ne la verrons plus. Et pourtant, elle existe. En synthèse, ça signifie quoi? Ça signifie que dans ce studio, il y a des entités, il y a des êtres qui sont là, qui nous assistent, que nous ne voyons pas. Mais c'est réel, ça existe. Donc, c'est ce monde qu'on appelle le monde paranormal parce que la science officielle commence à peine à comprendre ce que c'est que l'énergie. On a l'habitude d'opposer la matière avec l'énergie, mais en réalité, c'est la même chose. La matière, c'est de l'énergie. Tout objet matériel qui vibre à une vitesse au moins égale à celle de la lumière au carré disparaît. Il continue, cet objet d'exister, mais disparaît. Nous n'arrivons pas à le voir avec les yeux de la chair. Donc le monde énergétique existe et nous vivons constamment dans ces deux mondes. Il faut aussi préciser que le monde énergétique a des subdivisions. L'une de ces subdivisions, c'est le monde astral, dans lequel nous allons chaque fois que nous dormons. Donc le monde astral, c'est le monde des rêves. C'est aussi la région dans laquelle vivent les défunts. Les gens qui ont quitté ce monde. Qui ont quitté ce monde. Voilà pourquoi il nous arrive
parfois de rencontrer des parents décédés dans nos rêves. Donc, après cela, il faut comprendre comment nous rentrons dans le monde énergétique, parce que j'ai dit tout à l'heure que toutes les nuits, quand nous dormons, qu'on le veuille ou pas, nous allons dans le monde astral. Nous mourrons. Nous mourrons. Voilà pourquoi on dit que le sommeil est comme une petite mort. On meurt et c'est comme si on ressuscite le petit matin. Voilà, le lendemain. Donc, comment nous rentrons dans ce monde, dans le monde des rêves, dans le monde énergétique? C'est parce que nous avons des véhicules spéciaux qui nous permettent d'aller dans les dimensions subtiles de l'univers. L'être humain n'est pas seulement un amas de chair, d'os et de sang. Non, au-delà du corps physique, nous avons des corps subtils, d'accord? Au-delà du corps physique, nous avons un corps éthérique ou vital, qu'on appelle aussi aura. Nous avons un corps astral, nous avons un corps mental, nous avons un corps causal, nous avons un corps bouddhique, nous avons un corps atmique. L'homme complet a 7 corps. Et ces 7 corps sont les véhicules d'expression de notre esprit. C'est-à-dire, c'est à travers ces véhicules que l'esprit peut se manifester dans les différentes régions. À travers notre corps physique, l'esprit, notre être divin va se manifester dans ce monde physique. Et pour aller dans l'astral, nous allons faire recours à un autre véhicule, justement le véhicule astral, le corps astral. Donc c'est avec notre corps astral que nous pénétrons chaque nuit dans le monde des rêves, dans le monde astral. Mais justement, quand on dort, oui. Le corps physique est là, inanimé apparemment. Oui. Mais c'est le corps astral qui se projette dans... Et malheureusement, ce voyage se fait de façon inconsciente. Il y a des techniques pour réaliser ce voyage de façon consciente. Et quand on parle du voyage astral, chose qui fait peur à beaucoup de personnes, nous devons dire ici solennellement que le voyage astral, c'est quelque chose que nous réalisons toutes les nuits. Tout le monde réalise le voyage de l'âme. Ce qu'on peut faire de plus, c'est de réaliser le voyage astral de façon consciente. De cette façon, on a le contrôle sur son rêve, on a le contrôle sur ce qu'on peut faire dans le monde astral. C'est quand le voyage astral n'est pas réalisé de façon consciente qu'on parle de rêve. Donc rêve, voyage astral, c'est la même chose et ce n'est pas très loin de la mort. Donc le sommeil, c'est vraiment un moment pour nous d'explorer les autres dimensions de l'univers, de comprendre que bon, tout n'est pas limité ici dans ce monde. Et plus nous comprenons comment le sommeil se déroule, plus nous allons pouvoir profiter de ce moment de repos de notre corps et faire des expériences enrichissantes pour l'âme. Le sommeil se déroule en cycle. C'est-à-dire que chaque nuit, nous enchaînons, c'est une moyenne, une personne entre 3 et 5 cycles qui durent chacun 90 minutes environ. Pour le sommeil. Le sommeil. On sait qu'il est recommandé de dormir 8 heures de temps. Bon, c'est ce que la médecine officielle... La médecine officielle dit, c'est une norme. Bon, c'est variable d'une personne à une autre. Il y a de gros dormeurs, il y a des gens qui ont du mal à bien dormir. Alors, si nous nous en tenons à cette norme, remarquons quand même que ça fait le tiers de la journée. 8 heures, le tiers de la journée, et donc le tiers de notre vie. Une personne qui meurt à 60 ans, on peut dire que à peu près cette personne a dormi pendant 20 ans. Donc, comprendre ce qui a occupé notre vie, le tiers de notre vie, c'est une tâche quand même noble. C'est ça. Donc, le sommeil se déroule en cycle, et chaque cycle comprend 3 phases principales. On va dire 3 phases plus une parce que la première phase ne se répète pas d'un cycle à un autre. La première phase commence au début de la nuit. C'est la phase d'endormissement ou l'état de transition entre la veille et le sommeil. Cette phase est caractérisée par
Et les bâillements, on pique du nez. Si on est assis ou debout, on commence par à balancer la tête vers l'avant. On s'étire et tout. Ça dure à peu près 20 minutes. Après cette première phase, vient maintenant la phase qu'on appelle le sommeil lent, léger. Pourquoi on qualifie cette phase, ce sommeil de lent? C'est parce que le cerveau, en ce moment, émet des ondes faibles, lentes. Et il est léger parce que la personne, le dormeur, peut encore répondre aux stimulations externes. Un bruit, une lumière peut ramener rapidement la personne à l'état de veille. Après cette deuxième phase, nous avons la phase du sommeil lent profond. Comme le nom l'indique, il est profond. Pour réveiller le dormeur, parfois il faut le secouer, le bousculer dur. Et là, en ce moment, tout l'organisme fonctionne au ralenti. Le cerveau est au ralenti, la fréquence cardiaque baisse, le cœur est au ralenti. La dernière phase qui est très intéressante parce que c'est dans cette phase que se trouve le mystère des rêves. C'est ce que la science officielle elle-même a qualifié de sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Pourquoi paradoxal? Où se trouve le paradoxe dans ce type de sommeil? C'est parce que quand on analyse l'activité électrique du cerveau, du dormeur justement, ça donne l'impression de quelqu'un qui agit, qui marche, qui parle, qui conduit une voiture, d'accord? Donc parce que le cerveau émet des ondes amples, fortes. Parfois même il y a des mouvements oculaires, la personne fait des mouvements avec ses yeux. Donc, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, le sommeil, ce n'est pas un moment de tout repos. Pendant le sommeil, le corps physique se repose, certes, mais l'âme agit. L'âme agit dans le monde astral. La capacité d'aller apprendre. D'aller apprendre dans un temple, d'aller rendre visite à un parent. Parce que quand on dort et on dit, bon, cette nuit, j'ai rêvé, j'étais à Parakou. Non, c'est qu'on était vraiment à Parakou. On a été à Parakou. Mais qu'est-ce qui a été à Parakou? Notre âme. Pas notre corps physique, mais... Pas notre corps physique. L'âme est allée en utilisant le véhicule astral, justement. Et quand on se réveille, compte tenu du développement de notre mémoire onirique, on va ramener un souvenir complet, total, ou on va ramener quelques souvenirs. Donc c'est là que se trouve le mystère des rêves. Pourquoi? Parce que quand les cycles s'enchaînent durant le sommeil, on a remarqué que plus le sommeil dure, plus, c'est-à-dire la durée du sommeil total est longue, plus le sommeil paradoxal prend du temps. Sinon, généralement, ça occupe 25% de la durée du sommeil. Donc, si vous arrivez à enchaîner 5 heures de temps, c'est que vous allez avoir une durée pour le sommeil paradoxal qui est remarquable. Et en ce moment-là, on fait des rêves qui sont clairs, des rêves qui sont précis. Et on a plus de facilité à se souvenir de ces rêves quand on se réveille au moment du sommeil paradoxal. Il y a eu des expériences scientifiques qui ont été réalisées en 1950, pour être précis, et qui ont prouvé que des personnes qui disent qu'elles ne rêvent jamais, quand on les réveille pendant la durée du sommeil paradoxal, ces personnes se rendent compte qu'elles ont rêvé, elles racontent leurs rêves. Donc ceux qui disent qu'ils ne rêvent jamais ou qui ont du mal à se souvenir de leurs rêves, plusieurs cas peuvent se présenter. Soit c'est des gens qui ne dorment pas dans des conditions agréables, il fait très chaud ou il fait trop froid, d'accord, et donc le sommeil est entrecoupé, ou des gens qui ont des problèmes de santé et qui se réveillent plusieurs fois la nuit, parce que quand on va se réveiller, si on se réveille totalement, on va uriner par exemple, on reprend un autre cycle. C'est vrai, on ne va pas reprendre depuis l'endormissement, le premier stade, mais on va commencer par le sommeil léger, qui occupe d'ailleurs la grande partie du sommeil. Et après vient le sommeil profond où on récupère de la fatigue de la journée.
Et ensuite, on termine par le sommeil paradoxal. Et le cycle continue. Donc, si on arrive à dormir dans des conditions agréables, on ne se réveille pas plus de 2 fois la nuit, on va se rendre compte qu'on a fait des rêves, et des rêves qui sont clairs, des rêves qui sont limpides. Alors, quelle place occupent par exemple les rêves dans notre vie, Monsieur Goumissi? C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, quand on parle des rêves, beaucoup pensent que bon, ça ne signifie pas grand-chose, ou même quand on fait des rêves, on se dit ce n'est qu'un rêve. Le rêve, c'est la réalité de notre monde. Et ça, c'est pour nous, c'est pour notre humanité actuelle, de cette époque qu'on qualifie de moderne, parce que quand on étudie l'histoire de l'humanité, de façon sérieuse, on se rend compte que les peuples anciens ont accordé beaucoup d'importance aux rêves. Ouais. Pour les anciens, les rêves sont des messages envoyés par les dieux, par la divinité, quel que soit le nom qu'on veut lui donner. Ce sont des messages envoyés par les ancêtres, ce sont des messages envoyés par l'univers. Prenons l'exemple de la Rome antique. Savez-vous que dans la Rome antique, les rêves, pas tous les rêves, mais certains rêves étaient étudiés au Sénat même. C'est-à-dire on soumettait les rêves aux sénateurs, ils étudiaient, ils analysaient. Vous imaginez à notre époque que nos députés s'asseyent pour légiférer à partir des rêves? Ce serait inconcevable. Mais ça se faisait dans la Rome antique parce qu'ils se disent, puisque les rêves sont des messages envoyés par les ancêtres, par les dieux, en étudiant, en comprenant des rêves spécifiques, on peut avoir des orientations pour bien diriger la cité. Toujours dans cette Rome antique, les chefs de guerre étaient accompagnés sur les champs de bataille par ce qu'on appelle des oniromanciens ou l'interprète de rêves. Donc, qui les aidaient à partir des rêves qu'eux-mêmes ils faisaient, à connaître par exemple les positions de l'ennemi, à développer des tactiques pour remporter la victoire. Et il me vient justement en idée le cas du Führer Adolf Hitler. Adolf Hitler. Alors comme lui-même il a raconté, une fois il est allé sur le champ de bataille et une nuit il dormait avec des compagnons d'armes quand il a fait un rêve où il s'est vu englouti sous un tas de sable et tout. Quand il s'est réveillé, il n'a pas trop réfléchi. Il s'est déplacé de l'endroit où il se trouvait. Il est allé dormir un peu plus loin. Et quelques instants après, il a entendu une grande explosion. Et quand il a couru pour se mettre à l'abri, pour se protéger, quand il est venu, il a constaté que tous ses camarades étaient déjà morts. Il était trop tard. Il était trop tard. Donc le rêve a des implications dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie. Si nous prenons l'exemple des Égyptiens de l'Antiquité, ben, là-bas, vous savez, l'Égypte antique, nos ancêtres égyptiens, ils ont atteint le summum de la sagesse, de la connaissance. Tout le monde le reconnaît. Pour eux, le rêve, ou plus précisément l'interprétation des rêves, c'est-à-dire c'est un art sacré. Un art sacré, un art religieux, quelque chose que n'importe qui ne pouvait pas faire. Et il était fortement recommandé à toute personne voulant prendre une décision importante de consulter son oniromancien. L'oniromancien, comme je l'ai dit, c'est l'interprète du rêve. L'oniromancie, c'est la divination par les rêves. Comme au même titre que l'astrologie, au même titre que la numérologie, le tarot, on peut utiliser les rêves, on peut se servir des rêves pour connaître les desseins divins. Et depuis la Grèce antique, il y a une pratique qui existait, qui était très répandue, qu'on appelle l'incubation des rêves. Le mot incubation signifie dormir dans un lieu sacré. Ça peut être un temple, ça peut être une tombe. Voilà. Et bon, pour le cas de la Grèce antique, les gens utilisaient cette technique pour précisément avoir des remèdes.
Parce que, bon, les outils que nous avons aujourd'hui pour faire des radiographies très poussées, ça n'existait pas. Voilà. Donc, les gens se servaient des rêves. Donc, quand quelqu'un veut connaître, veut comprendre correctement le mal dont il souffre et avoir des remèdes, il va dans un temple, des temples dédiés aux dieux de la médecine. Et il dort là, il accomplit des rites, il peut jeûner, il fait des offrandes. Il suit en tout cas les instructions données par les prêtres du temple et il dort. En ce moment-là. Voilà, en ce moment-là. Et dans son sommeil, on lui donne des orientations. C'est-à-dire, avec la technique de l'incubation des rêves, on fait des rêves directionnels. On fait des rêves qui peuvent nous donner de l'inspiration et tout. Et cette technique, elle n'a pas totalement disparu. Non. Cette technique, la technique de l'incubation des rêves existe encore. On peut le vérifier au niveau de certaines églises d'Italie. Ça se pratique, d'accord. Dans l'islam, ça se pratique. Les gens vont dormir près des tombeaux de grands marabouts, histoire d'avoir des orientations de ces marabouts-là dans le rêve. Et même au niveau de l'église de Christianisme Céleste, qui est une église révélée d'origine béninoise, c'est très répandu, la pratique de l'incubation des rêves, même s'ils ne l'appellent pas incubation des rêves. Et cette technique existe également dans le gnosticisme, seulement que la façon dont le maître Samael Aoun a mis en place cette technique qu'il appelle justement le yoga du rêve. Yoga signifiant union avec Dieu, c'est la même signification que religion. On pratique ça chez soi. Donc il y a des exercices qu'on réalise et dans le rêve, on peut avoir une orientation, on peut avoir une réponse à un questionnement, d'accord. On peut avoir aussi de l'inspiration, d'accord, pour créer quelque chose, pour entreprendre quelque chose. Alors, nous avons divers types de rêves. On parle par exemple des rêves mécaniques, entre guillemets, c'est-à-dire quand on fait des cauchemars. Comment est-ce qu'on peut interpréter ou comprendre ce genre de rêve? Justement, le cauchemar, c'est le rêve type des rêves mécaniques. C'est vrai, il y a beaucoup de rêves. On parle de rêves lucides, de rêves sexuels, de rêves éveillés. Tous les rêves qui existent, on peut les regrouper en 3 grandes catégories. À savoir les rêves mécaniques, les rêves prémonitoires ou prophétiques et les rêves symboliques. C'est quoi un rêve mécanique? Disons que c'est ce type de rêve que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a découvert, parce que à tout seigneur, tout honneur, c'est grâce à Sigmund Freud qu'aujourd'hui on parle des rêves dans la science. C'est lui qui, en publiant son œuvre qui est d'ailleurs son chef-d'œuvre, l'interprétation des rêves en 1900, il a amené ce processus qui a toujours été vu comme un processus mystique, mais qui est également un processus biologique. Il l'a amené, il l'a introduit dans la science officielle. Donc Freud disait que bon, les rêves ne sont rien d'autre que nos désirs cachés, nos frustrations, tout ce que nous avons refoulé dans le subconscient, ça apparaît de façon déguisée pendant que nous dormons. Mais ce n'est qu'un type de rêve, parce que Carl Gustav Jung, qui est le meilleur disciple de Freud, s'est rendu compte qu'on rêve parfois de choses auxquelles on n'a jamais pensé. Donc, mais la plupart des rêves que nous faisons sont des rêves mécaniques. Pourquoi? Parce que si dans la journée, nous nous identifions à ce que nous voyons, à ce que nous sentons, à ce que nous vivons, toutes ces pensées, toutes ces émotions, les peurs, les espoirs, ça se déguise en des personnages, parfois très étranges, avec lesquels nous communiquons dans nos rêves. Prenons un exemple. Disons, quelqu'un, un agent d'un service donné qui reçoit beaucoup de travaux, beaucoup de dossiers, il voit les dossiers qui s'empilent sur son bureau et il dit « Oh, vraiment, j'en ai jusqu'ici. Comment je vais faire pour m'en sortir? Je suis noyé dans tous ces dossiers. » Ce n'est pas surprenant que la nuit, il se voit par exemple
au fond de l'océan, donc vraiment noyé. Et il a à peine sa tête qui est dehors, l'ordinateur qui est là, et les dossiers peuvent commencer par lui parler. Un catable peut prendre des jambes et crier sur lui, dire « Jean, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ». Donc ces rêves-là, les rêves mécaniques sont des projections qui viennent de nous-mêmes. Mais attention, il ne faut pas banaliser les rêves mécaniques. Parce que même un rêve insensé en dit long sur notre état psychologique. Freud disait que les rêves sont un moyen pour ouvrir l'inconscient. Et pas seulement l'inconscient individuel, parce que nous avons notre propre inconscient, il y a l'inconscient collectif. Ça veut dire qu'à travers les rêves, on peut savoir ce que pense telle ou telle personne, quels sont ses projets, qu'est-ce que telle ou telle personne vit. Donc ça, c'est les rêves mécaniques, le cauchemar. Les rêves sexuels aussi sont des rêves mécaniques. Si je regarde un film érotique, voilà, et je m'identifie à quelqu'un du sexe opposé qui est dans ce rêve-là, ce n'est pas étonnant que je retrouve l'acteur ou l'actrice dans mon rêve. Et bon, ça peut amener loin et tout. Donc les rêves sexuels sont également des rêves mécaniques. Le deuxième type de rêves, c'est les rêves prémonitoires qu'on appelle aussi des rêves prophétiques. Parce qu'à travers ces rêves, on reçoit des messages. On reçoit des messages de nos ancêtres, on reçoit des messages des maîtres de la loge blanche, on reçoit des messages de la divinité. Donc c'est des rêves qui nous donnent des messages concernant le futur. Ça peut être notre annonciateur d'événements, ça peut être notre propre futur, tout comme ça peut être le futur d'un proche, le futur de l'univers tout simplement. Et le troisième type des rêves, c'est les rêves que nous appelons symboliques. D'ailleurs, les rêves qui ont du sens, les rêves qui ont de la valeur ajoutée, disons, sont des rêves symboliques. Les rêves importants sont toujours symboliques. Parce que le langage des rêves, avant tout, c'est un langage symbolique. Et pourquoi? Parce que les symboles sont précis. Le langage symbolique, c'est un langage qui est rapide, qui est concis, qui est précis. Si, par exemple, un Hongkongais vient à Cotonou, il ne comprend pas du tout français, il peut quand même circuler, il peut conduire. Parce qu'en voyant un panneau avec un triangle qui a un point d'exclamation au milieu, il sait que ça signifie attention. Donc, c'est un langage universel. Ce langage ne s'adresse pas à l'intellect. Ce langage s'adresse à la conscience. Donc, les symboles nous permettent de comprendre. On ne va jamais faire des rêves où on va voir des entités ou des êtres nous faire des discours. Ça n'existe pas. On va nous montrer rapidement un symbole et c'est à nous de décoder, de comprendre ce symbole-là. Voilà grosso modo les trois catégories de rêves qui existent. On peut classer tous les rêves dans ces catégories. Il faut remarquer qu'un rêve prophétique peut être en même temps symbolique. C'est le cas du rêve du pharaon, le rêve que le pharaon d'Égypte a fait et que aucun sage de sa cour n'a pas pu interpréter. Tout comme un homme naît, grandit et meurt, les civilisations aussi naissent, grandissent et meurent. Et toute l'histoire qu'on nous raconte, toute l'histoire de l'Égypte qu'on nous raconte dans la Bible, c'est l'histoire de l'Égypte dégénérée. Mais l'Égypte n'a pas été toujours comme ça, d'accord? Donc, sinon, comment comprendre que dans la cour du pharaon, qui est personne, aucun devin capable d'expliquer le rêve que le pharaon a fait. Je rappelle que dans ce rêve, le pharaon a vu des vaches maigres, des vaches grasses, et des épis. Et tout. Donc, on voit que c'est un rêve qui est à la fois symbolique, parce que les vaches et les épis symbolisaient des années, et en même temps un rêve prophétique, parce que ça annonçait le futur de l'Égypte et de la terre, ça annonçait une famine qui allait venir. Et pour inciter les auditeurs à comprendre l'importance des rêves, voyons que Joseph, qui finalement a été la seule personne capable d'expliquer le rêve du pharaon, il était en prison. Donc c'est grâce à l'interprétation des rêves qu'il est passé du statut
de prisonnier au statut de vice-pharaon. Et la même chose s'est répétée pour Daniel. Donc parler des rêves, comprendre les rêves, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie. Ça n'a rien de diabolique parce que des références oniriques, il y en a en abondance dans tous les textes sacrés. Que ce soit la Bible, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit le Coran, que ce soit le Talmud. Le Talmud va jusqu'à dire qu'un rêve incompris est comme une lettre non ouverte. Donc, à travers les rêves, on communique avec la divinité. Il s'est écrit noir sur blanc dans la Bible que Dieu nous parle à travers les rêves. Dieu nous parle quand nous dormons parce que à l'état de veille, on est identifié à tout ce que nous faisons et quand le corps est au repos et que l'âme est libre de ses mouvements, c'est en ce moment que Dieu nous envoie des messages. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pratiques ou des clés pour mieux décrypter les rêves? Oui, bien sûr, avec plaisir. Avant tout, la première clé qu'on peut donner, c'est que quand on parle des rêves, si nous voulons bien décrypter les rêves, il faut avoir une pensée logique. Très bien. Il faut avoir une pensée logique parce que les rêves, disons, c'est un couteau à double tranchant. On a vu des gens commettre des folies avec les rêves et nous avons vu, avec l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, comment le rêve a sauvé tout un peuple, le peuple égyptien en l'occurrence, à cette époque-là. Donc, le premier conseil qu'on peut donner, la première clé, c'est d'avoir une pensée logique quand on veut interpréter ses rêves. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que si nous voulons interpréter sagement un rêve, il faut le faire sans parti pris. Il faut le faire de façon froide. Et le rêve ne s'éloigne jamais de la réalité. Le rêve ne s'éloigne jamais de la réalité. Si nous voulons interpréter un rêve, on doit penser, on ne doit pas oublier, occulter totalement le vécu de la personne. Voilà pourquoi nous disons que la personne la mieux placée pour interpréter un rêve, c'est le rêveur lui-même. Le rêveur lui-même. Parce qu'il ne suffit pas de croiser des significations, des symboles qui apparaissent dans un rêve pour l'interpréter correctement. Sauf si l'interprète de rêve, celui qui veut interpréter les rêves, est quelqu'un qui a la conscience éveillée, qui est capable d'analyser la psyché, le monde intérieur du rêveur. Donc il peut même, sans que le rêveur ne lui raconte son rêve, savoir de quoi il a rêvé, connaître son vécu. Donc il faut avoir une pensée logique et faire le lien entre le rêve qu'on vient de faire et ce que nous vivons. Si notre réalité intrinsèque. Voilà, si ça n'a rien à voir, il faut faire attention. Il faut se dire sûrement que, bon, c'est des symboles. Parce qu'il y a des gens qui interprètent les rêves au pied de la lettre, d'accord, et puis, bon, ils tombent dans le panneau. Non, il faut, les rêves, souvent, les rêves les plus importants, comme nous l'avons dit, je le répète, sont symboliques. Donc, il faut connaître les symboles. Voilà pourquoi le deuxième conseil que nous allons donner, c'est d'étudier. D'étudier les archétypes universels. Parce que quand on veut interpréter les rêves, on va se baser sur des lois universelles, des lois cosmiques, comme la loi de la numérologie. Dans nos rêves, on voit souvent des nombres, des quantités, des chiffres, on voit les heures, d'accord. La loi des contraires, parce qu'il arrive des fois où, quand on rêve, c'est le contraire qui se réalise. On va aussi se baser sur la loi de la mythologie. Parce que puisque les rêves sont des messages envoyés par les ancêtres, nous, par exemple, Africains, on ne va pas utiliser la mythologie grecque pour nous transmettre un message parce qu'on aura beaucoup de difficultés à comprendre, à capter ce message. Un Danois ne va jamais rêver des gungus. Mais bon, un Béninois, un Nigérian peut rêver des gungus parce que ça fait partie de sa culture et il a appris dans sa culture que les Egungun représentent par exemple les ancêtres. Donc quand il voit les Egungun, il sait que ce sont ses ancêtres qui le parlent. Un grec, il peut rêver de Anubis par exemple, qui est le dieu de la grande loi et de la mort aussi, parce qu'il a appris ça dans sa culture. Donc il faut étudier, connaître
les archétypes universels, parce qu'au-delà des archétypes qui sont, disons, propres à une culture, il y a des archétypes qui sont universels. Alors, un autre conseil, c'est de méditer souvent. La méditation, c'est vraiment une médecine pour l'âme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de cliniques, beaucoup d'hôpitaux où on prescrit la méditation. Comme et tout. Voilà, parce que on a pu mesurer avec des preuves scientifiques à l'appui les bienfaits de la méditation sur le corps. Pour le corps et précisément pour le cerveau. Parce que nos rêves vont être puisés dans notre inconscient. Et si nous avons l'habitude de méditer, nous allons avoir un mental qui est serein. Parce que nous avons parlé tout à l'heure des différents types de rêves. Et comme je l'ai précisé, nous avons l'habitude de faire des rêves mécaniques, des cauchemars, des rêves incohérents, d'accord, des rêves insensés, parce que c'est lié à notre état intérieur. Donc quelqu'un qui a le mental serein, qui a le mental tranquille, qui a le cœur tranquille, il va faire beaucoup plus de rêves symboliques, de rêves prophétiques, des rêves qui sont réellement des messages envoyés par les ancêtres, par la divinité. Donc c'est bien de méditer. Aussi, quand on médite, on va développer cette pensée logique, d'accord? On va développer une droite manière de penser et on pourra analyser de façon correcte ses rêves. Il faut aussi vocaliser. Il faut faire des mantras, d'accord? Parce que la faculté dont nous avons réellement besoin pour interpréter correctement un rêve, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est une faculté qu'on peut développer en prononçant des sons sacrés, des paroles de pouvoir. D'accord? Par exemple, le son O, le son Om, et même le son O, tout simplement, ce sont des sons qui permettent de développer l'intuition. L'intuition, c'est la capacité de comprendre quelque chose sans tomber dans le raisonnement, dans la lutte entre la thèse, l'antithèse. On comprend directement. Donc, il faut développer l'intuition avec ces mantras-là. Il faut aussi, si nous voulons interpréter correctement nos rêves, nous avons besoin également dans la journée de vivre de façon, en nous rappelant de notre être divin, d'être conscient de tout ce que nous faisons dans la journée. Donc voilà quelques conseils que nous pouvons donner. Bon, quand on parle d'interprétation des rêves, on pense tout de suite au dictionnaire des rêves. Oui, évidemment. Tout de suite au dictionnaire des rêves. Voilà. Mais bon, on peut se rendre compte que parfois, même avec le meilleur dictionnaire des rêves, qu'on ne puisse pas comprendre correctement ces rêves. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des livres d'interprétation qui sont propres aux profanes, à tout le monde. Et il y a des livres d'interprétation pour les initiés ou tout au moins des mystiques. D'accord. Je donne un exemple. Un profane qui se voit en rêve en train de prendre du vin. Bon, peut-être pour lui, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour le mystique, c'est important, c'est plein de sens. Donc ça, il faut faire attention. Si nous voulons utiliser un livre d'interprétation des rêves, un dictionnaire des rêves, il faut savoir si le livre est écrit pour un profane ou pour un initié. Voilà. Donc, la meilleure personne, comme l'avons dit, pour interpréter ces rêves, c'est soi-même. Il faut développer nos facultés, les facultés qui sommeillent en nous, et particulièrement l'intuition dans ce cas-là, pour comprendre, décrypter les rêves que nous faisons. Alors, Monsieur Goumissi, est-ce qu'on peut rêver de quelque chose de quelque chose de particulier, par exemple? Oui, on peut le faire en utilisant cette technique qu'on a appelée l'incubation des rêves et que nous appelons, nous, dans le gnosticisme, le yoga du rêve ou la discipline onirique. Parce que à travers un rêve, on peut recevoir un message voulu. C'est-à-dire, on peut vouloir rêver sur quelque chose et obtenir cette réponse-là dans nos rêves en faisant
des exercices, des pratiques. Et à ce sujet, nous pouvons donner des exemples. Oui, allez-y. Parce que, vous voyez, le monde des rêves a toujours été banalisé et tout. Mais bon, le rêve occupe notre vie dans tous les aspects. La science et le rêve, en réalité, ne sont pas trop loin l'un de l'autre. Il y a beaucoup de créateurs qui ont eu l'inspiration dans les rêves. Donc, qui ont rêvé de choses. Pour d'autres, ça a été un hasard. Il y a d'autres créateurs qui sont des mystiques et qui ont provoqué ces rêves pour avoir des réponses. Il y a des écrivains qui s'inspirent de leurs rêves pour écrire leurs œuvres. Et saviez-vous que la structure cyclique du benzène, c'est un rêve. C'est un rêve de son auteur Friedrich Kekulé. Ça, en tout cas, moi, mon professeur de chimie ne me l'a pas dit. Je ne sais pas si c'est votre cas, monsieur Noteo. On ne nous dit jamais ça, mais c'est dans un rêve que la structure cyclique du benzène a été découverte. Et on sait combien cela a révolutionné le monde de la science, la chimie plus particulièrement. Aussi, le tableau périodique des éléments qui a été mis au point par Dimitri Mendeleev, c'est un rêve qui a fait. Tout ce que nous disons là, c'est des faits que n'importe qui peut vérifier. On n'en parle pas trop, justement pour ne pas susciter en nous des inquiétudes qui vont nous amener à l'auto-connaissance, à aller plus loin que là où on veut nous enfermer. Donc, de cette façon-là, bon, ces cas qu'on a cités, c'est des cas où c'est par hasard. Il y a un cas très anecdotique que je peux citer aussi, c'est le cas de la machine à coudre. La machine à coudre, son auteur, Elias Howe, il a achevé son invention grâce à un rêve. Grâce à un rêve. C'est dans un rêve parce qu'il avait pratiquement terminé la machine et lui manquait le processus par lequel l'aiguille va rentrer avec le fil dans le tissu et en sortie. Il était bloqué là pendant des mois. Et une nuit, il a fait un rêve où il se voit pourchassé par des sauvages avec des lances. Et comme vous le savez, on fait des rêves, on se réveille avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Ça a été son cas, il s'est réveillé. Parce que les gens lui lançaient un ultimatum où tu inventes cette machine où je te tue. Et ils brandissaient leur lance. Et quand il s'est réveillé, il a pris un temps. Il a réfléchi, il a dit c'est quoi tout ça? Pourquoi ceux-là, ces sauvages-là veulent me tuer? Et un instant, il a crié Eureka! Parce qu'il a constaté que au niveau de la pointe des lances, il y avait un trou. Et s'est dit, mais c'est ce qui me manquait pour achever mon invention. C'est comme ça que Elias Howe a mis au point la machine à coudre qui nous permet aujourd'hui d'être bien habillés comme vous l'êtes. C'est ça. Donc, de cette façon-là, on peut recevoir beaucoup de messages et dans les milieux un peu plus initiés, on veut avoir une réponse sur un sujet donné, il y a des observations à faire et la nuit, on va être guidé, on va avoir la réponse par rapport à ce questionnement précis. Alors, quels sont les rêves qui annoncent, par exemple, la mort? Ben, déjà, nous pouvons citer un exemple qui est justement lié à la loi des contraires, parce que j'ai dit tout à l'heure que l'une des lois universelles sur lesquelles on se base pour interpréter les rêves, c'est la loi des contraires. Quand on rêve et qu'on se voit une femme, par exemple, en robe de mariée, d'accord, ou un homme dans un costume de mariage, dans le rêve, c'est un événement heureux, mais ça annonce la mort. Ça annonce la mort. Parce que ça dit, on est, sauf si précisément nous avons un mariage en vue. Si on a un mariage en vue, donc ça veut dire que bon, on est préoccupé par cet événement et on a fait un rêve mécanique. Mais si on n'a pas de mariage en vue, on est déjà marié ou on veut pas, on n'est pas prêt pour se marier, on fait un rêve comme ça, on doit rapidement
prendre les mesures qu'il faut, d'accord, parce que c'est que nous sommes prêts à nous marier avec, à rejoindre l'être, à nous marier avec notre âme et à quitter ce monde. Un autre exemple, un autre rêve qui annonce la mort, vous savez, on rêve parfois, l'un des rêves fréquents, c'est de perdre une dent. Oui. Ça arrive à beaucoup de personnes parce que la dent symbolise notre santé physique et morale. Maintenant, si dans un rêve, on perd juste une dent, c'est que, bon, on va avoir des soucis de santé. Voilà. Et si par contre, on perd toutes ces dents, c'est un danger de mort. Donc, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Donc, voilà deux exemples où, si on fait ces rêves-là, ça annonce notre mort, ou si ça peut annoncer la mort de quelqu'un d'autre, si le rêve, le sujet, c'est quelqu'un d'autre. Mais bon, les rêves appartiennent, comme nous l'avons dit, au monde astral. Vous savez, tout ce qui doit se cristalliser dans ce monde matériel quitte là-haut. L'astral, même au-delà de l'astral, d'accord, et ça passe de dimension en dimension pour se cristalliser dans ce monde-là. Et on a la capacité de bloquer. Voilà, de dissoudre. De dissoudre, et puis ça ne va jamais se réaliser ici. Donc, pas de panique si on fait un tel rêve, peut-être qu'il y a encore la possibilité de se sauver. Et d'ailleurs, si on fait le rêve, c'est qu'on veut nous aider. À éviter ça. À éviter ça. C'est un message qu'on nous envoie. C'est un message qu'on nous envoie, donc c'est une aide divine. Très bien. Alors, combien de rêves fait-on chaque nuit? Bon, c'est une moyenne. On peut faire entre 5 et 7 rêves chaque nuit. Je dis c'est une moyenne. Oui. Pourquoi? Parce que selon l'organisation du sommeil, et d'après ce que nous venons d'expliquer, c'est que dès qu'on s'endort, le processus du rêve commence. Pendant longtemps, la science a cru que c'est seulement durant le sommeil paradoxal qu'on rêve. Or, le sommeil paradoxal est le dernier stade d'un cycle de sommeil. Un cycle dure 90 minutes, rappelons-le. Il nous arrive de faire une sieste de 30 minutes et de rêver. Ça veut dire que ce n'est pas seulement durant le sommeil paradoxal que nous rêvons. Dès qu'on s'endort, on commence par rêver. Dormir, c'est rêver. Donc, on peut... Maintenant, quand on parle de rêve, j'ai fait 2 rêves, j'ai fait 3 rêves, c'est ceux dont on s'est souvenu, c'est-à-dire les rêves qui sont clairs, les rêves qui sont précis. Mais on rêve tout le temps que nous allons passer, ou précisément notre âme va passer dans les dimensions supérieures, c'est des rêves que nous enchaînons. Mais les rêves clairs, les rêves précis, les rêves dont on peut se souvenir facilement, nous les faisons durant le sommeil paradoxal et on en fait en moyenne 5 par nuit. Merci, Monsieur Kenneth Goumissi. Je rappelle que vous êtes professeur d'anthropologie gnostique. Merci d'être passé nous éclairer sur la question, la problématique de l'interprétation des rêves. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci, merci. Et c'est avec plaisir que nous allons répondre à votre prochaine invitation. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.